Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec Jules Torres du Journal du Dimanche qui m'accompagne pour interroger le député de Moselle et porte-parole du RN. Bonsoir Laurent Jacobelli. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Avec cette information Europe 1 qui vient d'être confirmée selon la police suisse qui a donc interpellé le meurtrier présumé de Philippine, cette étudiante de 19 ans dont le cadavre a été retrouvé dans le bois de Boulogne samedi. Je vous rappelle les informations d'Europe 1 dont on dispose Laurent Jacobelli. C'était un Marocain de 22 ans. Il était visé par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français depuis le 18 juin dernier. Il était entré en France en 2019 via l'Espagne avec un passeport marocain. Il est connu des services de la justice puisqu'il avait été condamné à 7 ans de prison par la cour d'assises des mineurs. Il avait violé une jeune femme à Taverny dans le Val d'Oise après l'avoir suivi dans un bois peu après son arrivée sur le territoire français. Malgré un placement en centre de rétention administrative, il n'a pas pu être expulsé puis a été relâché avant d'être visé par cette fameuse OQTF. Il fait l'objet d'une inscription au fichier des délinquants sexuels. Selon les informations d'Europe 1, outre la brigade criminelle de Paris, d'autres services ont concouru à identifier ce suspect grâce à un recoupement de la téléphonie, de la vidéosurveillance et des fichiers de police. Selon les premiers éléments de l'enquête, Philippine, quant à elle, aurait été tuée vendredi après-midi dans le bois de Boulogne. Sa carte bleue a été utilisée après le meurtre à Montreuil en Seine-Saint-Denis. Le suspect serait revenu le lendemain sur les lieux du crime pour l'enterrer. Votre première réaction, Laurent Jacobelli? C'est terrible, et si la France fonctionnait convenablement, si les étrangers qui violent, qui tuent, qui pillent, qui agressent étaient expulsés du territoire national, si les obligations de quitter le territoire français étaient respectées et n'avaient pas atteint leur plus bas niveau avec 7% sous le gouvernement précédent avec M. Darmanin, eh bien Philippine serait vivante. Tout simplement, il faut maintenant prendre conscience que, en défendant en permanence la situation des étrangers en France, en refusant de les expulser avec ce laxisme de la justice qui existe, contrairement à ce que dit Monsieur Migaud. Il a dit cet après-midi à la prison de la Santé. Absolument. Eh bien, il y aurait en France aujourd'hui une jeune fille vivante. Est-ce que vous savez combien de personnes qui ont été sous le coup d'une OQTF vivent en France? 700 000. Certains ont vu leur OQTF évidemment être périmés au bout d'un an. C'est ce qu'a cité le Sénat dans une étude récente. 700 000. Il y a aujourd'hui 700 000 personnes qui ne devraient pas être sur le territoire français. Parmi eux, des gens qui ont été condamnés, des multirécidivistes, des gens qui ont fait de la prison ou qui parfois n'en ont pas fait et qui auraient dû en faire. Eh bien, quand on entend ça, on comprend. On comprend que la proposition de loi que nous allons faire pour que les délinquants et les criminels étrangers soient expulsés du territoire national est urgente. Il faut l'appliquer de manière urgente, comme le font beaucoup de pays dans le monde, et arrêter avec ce laxisme qui aujourd'hui tue. Vous avez suivi les déclarations du ministre de l'Intérieur, Laurent Jacobelli, Bruno Retailleau, qui voudrait mieux faire fonctionner l'application de ces OQTF. Écoutez-le, il était ce matin à l'interview de l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Ça n'est pas, malgré tout le respect que j'ai pour le président de la République, c'est 100%, c'est pas un objectif que je peux reprendre. Simplement, pourquoi? Parce que 100%, on vous prenez l'efficacité. Mais c'est parce que, là encore, les OQTF sont soumises, notamment à la justice. Et moi, je ne peux prendre des engagements que je peux tenir moi-même, mais pas pour d'autres. Et je pense qu'aujourd'hui, le taux d'exécution est très bas, moins de 10%, 7%. Je ne veux pas faire d'effet d'annonce. Je l'ai dit moi-même dans mon discours de passation de pouvoir. Je ne raconterai pas d'histoire aux Français. Je vais me mobiliser et on va augmenter considérablement. Vraiment, ça, c'est un engagement, le taux d'exécution des OQTF. Laurent Jacobelli, Bruno Retailleau se bat-il contre des moulins à vent? Écoutez, j'espère qu'il est sincère, mais il devra faire avec le ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire que c'est à lui, c'est à Monsieur Barrot, cet européiste convaincu, d'aller expliquer à nos partenaires, notamment d'Afrique du Nord, mais de d'autres pays d'où sont issus un certain nombre de migrants, qu'ils doivent reprendre leurs ressortissants quand ils ont commis des infractions. Ce sont les fameux visas consulaires que délivrent les pays partenaire, comme vous dites. Or, c'est un macroniste, et donc il a un bilan.
le bilan des gouvernements précédents. Il est un membre actif de la Macronie, proche du président de la République, ce ministre Barrot, et donc évidemment il ne le fera pas. Et à côté du ministre de l'Intérieur, il y a un ministre de la Justice, dont on a vu dans une interview d'ailleurs avec un visuel assez saisissant. Il y avait sur TF1 monsieur le ministre de l'Intérieur Retailleau qui disait qu'il fallait être ferme et notamment lutter contre l'immigration. Et puis sur France 2, un ministre de la Justice qui nous expliquait grosso modo ce que nous avait expliqué monsieur Dupond-Moretti. Il y avait un sentiment d'insécurité, que la justice faisait son boulot. Et que la justice était indépendante. Et qu'elle était indépendante et donc on ne pouvait pas lui donner d'instructions pour être plus sévère, ce qui est totalement faux d'ailleurs, puisque le ministre de la Justice donne des lettres de mission aux magistrats en mettant le curseur sur la sévérité des peines. Mais vous savez, si on reprend le duo Darmanin-Dupond-Moretti, on n'y arrivera pas. Or, c'est exactement ce qui a été reconstitué. Un LR qui arrive et qui fait le matamor en disant avec moi, je suis un shérif, il va plus rien se passer. Et puis à côté, un ministre de gauche qui trouve toutes les excuses aux voyous et qui oublie les victimes. On a reconstitué ce duo terrible et donc malheureusement les mêmes effets auront les mêmes résultats. En tout cas, ces informations d'Europe 1 sur le meurtre de Philippine, on a l'impression que c'est vraiment l'incarnation, le cas pratique, l'incarnation de la problématique sécuritaire en France. Jules Torres. Non mais absolument, on a quelques informations sur ce suspect qui avait été incarcéré dans un centre de détention dans l'Yonne à partir de mars 2022 et ensuite c'est assez intéressant, mais il avait été conduit dans un centre de rétention administrative de Metz. Ouais. Et je crois que M. Jacobelli l'a visité il y a quelque temps, donc peut-être l'avez-vous vu. Moi, la question que j'ai, c'est qu'on n'a pas évidemment les conditions de sa remise en liberté, mais peut-être que la question, vous savez, quand on est visé par une OQTF et qu'on va dans un CRA, on doit y rester 90 jours. Oui. Est-ce que la vraie question, c'est pas celle-là, c'est que vous savez, par exemple, dans un pays comme le Danemark, quand vous êtes visé par une OQTF, quand on vous refuse le droit d'asile, eh bien, vous passez votre temps dans une prison jusqu'à ce que vous décidiez de partir. Est-ce que le problème, c'est pas d'avoir fixé des limites qui finalement donnent plus de droits à ces gens qui sont visés par des OQTF? Oui, bien sûr. Et puis il n'y a pas assez de place effectivement dans les CRA pour gérer les OQTF. Il en faudrait 5 fois plus. Les centres de rétention administrative. Et donc ne s'y retrouvent que les plus dangereux en fait, parce qu'on estime que les autres on ne pourra pas les renvoyer chez eux. Mais vous savez ce qui est frappant quand vous visitez un CRA donc, et donc j'ai visité celui de Metz et j'ai regardé les dates. Je crois que ça correspond. Donc il est très probable que j'ai croisé la route de ce criminel. Mais le plus beau bureau, c'est celui des organisations non gouvernementales qui sont là pour expliquer à ces gens qui parfois ont commis des crimes, des délits graves, qui doivent retourner chez eux, tous leurs droits, tous les recours possibles pour ne jamais repartir de France. C'est-à-dire que on garde l'insécurité chez nous. On refuse, au nom des bons sentiments, de renvoyer des gens qui sont nuisibles à la société, de là d'où ils viennent. Des gens qui ont enfreint nos règles, qui ne respectent pas nos valeurs et nos lois. Et donc il faut changer ça maintenant. C'est pour ça qu'il faut contrôler nos frontières européennes, en mettant les moyens dans Frontex, et nos frontières nationales, comme le fait maintenant l'Allemagne, comme le font beaucoup de pays. Ça a marché en Allemagne. Ils ont contrôlé leurs frontières sud, moins 40% de migrants clandestins. Donc pourquoi ne ferions-nous pas la même chose? D'abord, empêcher les migrants illégaux d'arriver en France, et quand ils sont en France, les faire repartir immédiatement. Mais ça demande de la volonté. Vous avez dit, le RN dit que le gouvernement était sous surveillance. Oui. Est-ce que, le CV tristement macabre de ce jeune Marocain de 22 ans, vous n'avez pas envie de le brandir aujourd'hui aux membres du gouvernement, vous le RN, en disant faites quelque chose? Non pas seulement parce que vous êtes surveillance, mais parce que tout simplement le bon sens appelle à faire quelque chose. Oui, bien sûr, et c'est ce que demandent les Français, mais plus que de manifester notre mécontentement, nous allons faire des propositions de loi. Je vous l'ai dit, une proposition de loi pour envoyer les délinquants et criminels étrangers dans leur pays d'origine, et des projet de loi pour protéger les Français. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut rentrer en France comme dans un moulin, on y est accueilli, soigné, logé, qu'on ait le droit d'y être ou pas, et même quand on commet un crime, on y reste. Je pense qu'aucun pays au monde ne pourrait plus accepter ça, et nous ne l'acceptons plus. Oui, il y a une surreprésentation des étrangers dans les crimes et les délits en France. Un prisonnier sur 4 est un étranger en France. C'est une statistique, ce sont des faits. Et donc si on n'agit pas, si on laisse rentrer chaque année 500 000 migrants légaux et on ne sait pas combien de migrants illégaux, si on garde 700 000 personnes sur le territoire qui ne devraient plus y être, c'est une fois encore un chiffre cité par M. Carucci au Sénat, eh bien alors on ne s'en sortira pas. Et les cas comme celui de Philippine, mais comme de tonnes d'autres, beaucoup de crimes au couteau, beaucoup d'attentats terroristes ont été faits par ce type d'individus, eh bien on va vers une société violente, dangereuse, où nos concitoyens seront en danger à cause
du laxisme et du manque de courage de nos dirigeants. Interrogation sur la justice. Le service police-justice d'Europe 1 est très efficace et on vient d'avoir une autre information en plus de celle que je vous ai livrée. Apparemment, ce suspect principal dans cette enquête a bénéficié de remise de peine systématique et c'est la raison pour laquelle il est sorti avant le terme. Est-ce que les remises de peine, entre guillemets, systématiques ne doivent pas tout simplement être bannies ? Ça doit être banni. Elles ont été corrigées, il faut le reconnaître, par le ministre de la Justice précédent, mais aujourd'hui les juges peuvent encore, de manière dérogatoire, les appliquer. Et ils le font pratiquement systématiquement, sous le prétexte parfois qu'il n'y a pas assez de places de prison, dont acte, il faut en construire, mais aussi par la logique de l'excuse, il faut le dire, qui existe et qui trouve toujours des circonstances atténuantes au pire des criminels. Quand on a violé, qu'on est étranger en France, on ne peut pas avoir de remise de peine. Et si jamais il y a une remise de peine, c'est le retour immédiat dans le pays d'origine. Mais remise de peine, plus maintien en France et non-exécution de l'OQTF, ça commence à faire beaucoup. Et visiblement, quand il a été condamné après ce viol en 2019, le suspect avait 17 ans. Donc il a sans doute profité de cet aménagement de peine grâce à son âge. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comme 76% des Français, est-ce que vous êtes pour le fait que aujourd'hui on abaisse la majorité pénale à 16 ans, oui, qui aurait sans doute permis a priori dans cette affaire qu'il ne bénéficie pas d'aménagement de peine? Nous sommes pour la fin de l'excuse de minorité, et nous sommes pour aussi, et là je dépasse un peu le cas que nous évoquons, que au premier délit, même un jeune de 13 ou 14 ans ait une peine courte, symbolique, ce qu'on appelle les peines planchées. Oui, mais une peine très courte, ça se fait dans les pays du Nord. Et tout de suite, c'est des peines d'une semaine, 2 semaines. Par exemple, d'une semaine dans un centre spécialisé, évidemment pas dans une prison avec des quartiers de haute sécurité au contact des grands caïds, hein, mais dans des circuits parallèles à cela, mais où ils sont surveillés. Mais avec quelle place de prison ? Mais il faut, par exemple, on a des casernes désaffectées qui seraient des lieux tout à fait adaptés à ce type de détention provisoire pour des jeunes. Mais au moins leur montrer tout de suite qu'il y a une limite entre le bien et le mal, entre le respect de la loi et la sauvagerie, et ne pas attendre le moment où c'est trop tard, où ils commettent l'irréparable. D'autant que j'apprends à l'instant, pardonnez-moi, mais les informations arrivent au compte-gouttes avec le service police-justice d'Europe 1. Donc il était inscrit à ce fameux fichier, le FIJES, le fichier des délinquants sexuels. Il était assigné à résidence avec une obligation de pointage. Là encore, il y a un trou dans la raquette, Laurent Jacobelli. Mais ce cas ne marche pas. Ce cas est un cas d'école. Il faudra pratiquement l'enseigner. C'est pour ça que je vous le dis, le voilà. Aux gens de gauche et aux macronistes pour bien leur montrer. À Monsieur Bigot, par exemple. Mais bien sûr. Pourquoi leur politique ne peut pas fonctionner? Excusez-moi, mais moi je pose la question froidement. Quel est l'intérêt pour une nation de garder un étranger qui viole, qui enfreint nos lois? Et qui ne respecte pas ses obligations de se présenter au commissariat une fois par semaine. Mais la réponse est claire, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on est dans l'incapacité de le renvoyer sous OQTF puisque le pays réciproque ne veut pas le reprendre. Eh bien donc, il faut maintenant être beaucoup plus courageux, prendre son bâton de pèlerin, aller voir les pays concernés et leur dire, en plus je pense que le Maroc n'est pas le plus difficile à convaincre, et puis leur dire, voilà, c'est simple, nous on a chez nous des citoyens de votre pays dont nous ne voulons plus, soit vous les reprenez, soit on arrête tel accord commercial, soit on arrête tel aide au développement. Et d'ailleurs, quand on signe un accord d'aide au développement avec un pays, il faudrait qu'il y ait une clause où ce pays s'engage à reprendre ses citoyens qui ne pourrait plus rester en France. Dernière question. C'est un petit peu d'ailleurs ce que souhaite Bruno Retailleau. C'est-à-dire que dans son discours de passation de pouvoir, on avait un petit peu l'impression d'avoir un ministre de l'Intérieur, aussi un ministre de la Justice et un ministre des Affaires étrangères. Et le problème, c'est pour ça que ça a échaudé Didier Migaud. Exactement, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de Didier Migaud, mais il y a aussi Jean-Noël Barrot, qui est pas tout à fait quelqu'un de très à droite. Et donc, sur ces sujets de sécurité, d'immigration, il va falloir composer et avec le socialiste Didier Migaud et avec le macronisme des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, notamment pour ces questions et ses leviers diplomatiques. La question, Laurent Jacobelli, est-ce que vous souhaitez bonne chance à Bruno Retailleau? Est-ce que vous allez le soutenir? La toute première question, est-ce que vous avez l'impression qu'il est comme Sancho Panza contre les moulins à vent dans le roman de Cervantes? Si Bruno Retailleau est sincère, il s'est trompé de parti et trompé de gouvernement. Voilà, clairement. S'il est sincère, dans les mesures qu'il a énoncées au journal de 20h de TF1, alors qu'il prenne sa carte au Rassemblement National et qu'il travaille avec nous. Parce qu'il n'y arrivera pas avec les macronistes. Ça marchera bien avec vous. Parce qu'il n'y arrivera pas avec la gauche. Vous qui n'avez pas voulu aller au gouvernement. Et vous comprenez pourquoi? Pour ne pas avoir à gérer des négociations avec des gens qui pensent l'inverse de nous. Nous, ce qu'on veut, c'est clair, c'est une dissolution le plus rapide possible pour donner une majorité
à la France et que cette majorité soutienne un gouvernement qui puisse agir. Un gouvernement, c'est une équipe. Si chacun va dans son sens et a une vision différente de la société, eh bien, au final, rien ne se passera. Et j'ai très peur, avec ou sans M. Retailleau, que ce genre d'OQTF étranger qui reste sur notre territoire, qui viole, qui tue, on en a encore dans les semaines à venir, parce que malheureusement, il y a des gens qui vont dans le sens inverse du bon sens, et il y en a dans ce gouvernement. Merci beaucoup Laurent Jacobelli. Merci à vous. Et merci d'avoir répondu à ces questions très précises sur ce cas d'école. Comme vous le dites, je reprends vos mots, l'incarnation de la problématique sécuritaire en France.